Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la sécurité des réseaux avec les firewalls. Je suis Onana Olingano Stanislas, expert chercheur en sécurité informatique. Dans cette vidéo, nous allons voir le PAF PF5. Donc, cette vidéo sera divisée en trois parties. La première partie, nous allons implémenter l'aperçu général de PF5. Dans la deuxième partie, nous allons implémenter l'installation et la configuration de PF5 dans un hyperviseur VMware. Et enfin, nous allons installer dans la dernière partie le PAF PF5 dans un environnement beaucoup plus puissant, GNS3. Déjà, le plan de cette vidéo, nous aurons une définition, les points forts des PF5, l'architecture du laboratoire que nous allons utiliser pour pouvoir implémenter cette solution, l'analyse des capacités et ensuite les tâches à réaliser. Déjà, PF5 est développé par la société Netgate. Donc, PF5 est une solution open source basée sur le système d'exploitation FreeBSD qui utilise un noyau Unix pour implémenter justement cette puissante solution de PAF, qui est un système Unix, qui est un noyau utilisé pour faire des systèmes multitâches et multi-utilisateurs. Donc, le PAF open source PF5, c'est un firewall de référence. Et c'est le firewall de référence le plus populaire au monde. Donc PF5, c'est un PAF qui est très connu et qui est utilisé dans de très grandes entreprises. Bon, déjà, pourquoi est-ce que nous parlons de PF5? Donc nous allons ici aborder les points forts de PF5. Quelques points forts de PF5, c'est que PF5, d'abord, c'est une solution open source. Donc, on a la possibilité ici d'avoir accès à son code source, ce qui nous permet d'avoir justement l'intégrité de l'utilisation de cette solution. PF5, il contient avec lui une très forte communauté qui justement vous permet d'apporter des solutions beaucoup plus meilleures, et cette communauté-là également peut accompagner les administrateurs, les responsables de la sécurité à utiliser des fonctionnalités qui peuvent parfois être compliquées d'usage. Donc, PF5, c'est une solution qui est très performante et extrêmement stable. Donc, c'est ça aussi qui fait la particularité de PF5. PF5, c'est une solution qui est très performante et très stable et n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents qui sont parfois payants et extrêmement chers. Donc, nous allons voir, lorsque nous allons installer et configurer, PF5 aussi possède beaucoup de fonctionnalités, vraiment beaucoup de fonctionnalités très puissantes. Il est modulable, donc PF5 s'adapte à n'importe quel environnement et il contient également beaucoup de modules qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisent l'approche de l'open source afin de muter en fonction du système ou de l'environnement dans lequel il est déployé. Donc PF5 également, c'est un PAF qui a plusieurs fonctions et des fonctions extrêmement puissantes dont nous allons explorer pas mal lorsque nous allons déployer à l'installation et la configuration de ce super PAF. Déjà, nous devons également savoir que PF5 effectue des mises à jour régulières, ce qui nous permet justement d'être toujours à jour en fonction de l'évolution des menaces identifiées dans les environnements informatiques. Déjà, l'architecture que nous allons utiliser ici est la suivante. Donc, nous aurons là notre réseau local, notre LAN, qui
va représenter où nous allons installer un Windows Server 2012, un Windows 10 et un serveur Linux. Et nous aurons ici une extension de ce réseau qui est ouvert à Internet, où nous pouvons installer des serveurs, en l'occurrence des serveurs web, des serveurs de transfert de fichiers, des serveurs mail. Et déjà, nous le disons que nous le rappelons parce que je l'ai rappelé dans des vidéos précédentes, que la DMZ, si elle est ouverte à Internet, donc tout utilisateur venant vers Internet peut avoir accès à la DMZ, et la DMZ peut aussi, les informations de la DMZ peuvent aller sur Internet. Par contre, la zone Internet et la zone ADMZ ne peut pas avoir accès à la zone sensible, c'est-à-dire à la zone LAN. Les outils que nous allons utiliser pour implémenter cette solution, nous allons utiliser GNS Croix, nous allons utiliser Windows 10, Windows Server et un système Linux. Ensuite, nous allons utiliser l'hyperviseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, VMware, et que je recommande pour nos futures vidéos. Parce que, comme nous allons voir probablement, VMware fusionne parfaitement avec GNS Croix, ce qui n'est pas toujours le cas avec VirtualBox ou bien Hyper-V, d'autres solutions de virtualisation. Les capacités, l'analyse des capacités justement pour pouvoir installer notre pare-feu sont les suivants. Nous devons d'abord nous rassurer que, nous devons d'abord savoir que PF15, lorsque nous avons PF15 vient déjà dans ces boîtiers préconçus déjà par défaut, où nous pouvons, par exemple ici, voir en image, où nous avons déjà quelques boîtiers ici avec les caractéristiques en termes de processeur, en termes de RAM, où nous avons également le nombre d'interfaces. Nous avons également ici, et nous pouvons remarquer que PF15 utilise beaucoup le processeur Intel, qui est un processeur qui est très compatible avec PF15 et aussi qui répond aux besoins, n'est-ce pas, du graphique du réseau qui sera utilisé lorsque vous allez déployer votre solution. Donc nous avons ici plusieurs boîtiers qui sont par défaut déjà disponibles et que vous pouvez acheter directement, ou bien vous pouvez décider d'installer PM5 dans un serveur avec les caractéristiques que j'ai mentionnées ici. Donc il est important, n'est-ce pas, d'avoir une carte réseau qui utilise n'est-ce pas, un chipset Intel et qui utilise également un processeur Intel, comme nous pouvons le remarquer ici. Nous devons également aussi savoir que les caractéristiques en termes de mémoire RAM sont indispensables. Ici, dans ce lien, j'ai partagé ce lien où vous allez probablement voir là des caractéristiques matérielles, processeur, et ensuite les vitesses d'exécution et les RAM. Bon, vous pouvez également voir ici en fonction du modèle que vous pourriez utiliser. Ou bien, s'il vous arrive par exemple d'installer ça dans un serveur, voici quelques informations en termes de RAM. Nous pouvons voir ici que pour 50 000 connexions, pratiquement 100 mégas est requise pour pouvoir déployer notre firewall. Nous pouvons voir qu'en fonction justement du nombre de connexions, la capacité en RAM également aussi est proportionnelle. Donc, il est important ici pour nous de savoir ces informations avant de nous lancer dans l'installation et la configuration, n'est-ce pas, de PF5.
Déjà, les tâches que nous allons réaliser, nous allons installer et configurer pfSense sous VMware GNS-Croix. Nous allons faire la configuration des interfaces de connexion. Nous allons voir comment gérer la configuration des interfaces de connexion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons voir la configuration des connexions sécurisées à clé publique et aussi en mot de passe, qui, à mon sens, qui représente, n'est-ce pas, une politique de sécurité assez importante que vraiment, et lorsqu'on retrouve une politique de sécurité aussi assez forte et que la solution open source est open source et gratuite, vraiment, nous devons en être fiers. Bon, nous allons voir également comment configurer quelques services de base. Donc, nous n'allons pas explorer toutes les fonctionnalités. Et donc, nous allons passer maintenant à l'implémentation et à l'installation de pfSense dans VMware. Oui, une fois dans VMware, ce que nous allons d'abord présenter ici, c'est les PC que nous avons installés. Nous avons installé Windows 10, nous avons installé Windows Server, nous avons installé un système serveur Ubuntu et un système Linux qui est Kali Linux. Bon, pour notre test ici, nous aurons besoin simplement de deux systèmes. On aura besoin d'un système Windows et qui est un système Windows qui est déjà démarré et un système Linux Ubuntu. Donc ici, nous devons d'abord premièrement nous assurer que nous sommes dans un même réseau local. Comme je l'ai dit, le principe est simple. Nous allons nous connecter dans un réseau local et configurer l'interface de notre pare-feu. Donc c'est la première règle de sécurité qui dit que lorsqu'on configure notre pare-feu, nous devons le configurer à partir du réseau local et non à partir d'un réseau externe pour des mesures de sécurité. Donc il est fortement conseillé, même s'il est possible de configurer, d'activer des fonctionnalités qui permettent de configurer notre pare-feu à distance, je veux dire à l'extérieur du réseau local, mais il est fortement conseillé de le configurer à partir du réseau local. Donc voici notre réseau local ici. Donc nous allons rapidement vérifier que nos machines communiquent bien dans le même réseau. Donc, nous allons simplement démarrer ici le terminal. Nous allons démarrer le terminal. Nous allons vérifier nos paramètres IP. Nous voyons aussi que nous avons le réseau, nous sommes connectés au réseau local qui est 192.68.89.129 et nous allons aussi vérifier au niveau de Windows, de Linux, notamment Ubuntu. Nous allons taper IP adresse. Je tiens à rappeler que la commande ifconfig n'est pas par défaut installée sur Ubuntu. Donc il faudra l'installer pour ceux qui veulent utiliser ifconfig. Mais nous avons une commande beaucoup plus puissante que ifconfig qui est par défaut déjà installée lorsque vous installez Ubuntu, qui est ipadd. Donc ici, on peut voir la première interface qui est l'interface localhost. Ensuite, la deuxième interface qui est l'interface justement de mon réseau local qui est 131. Donc, nous allons simplement essayer de pinguer la machine Windows 10 qui est 129. Donc, 129. Nous pouvons voir ici que le ping passe avec succès. Nous allons faire de même avec la machine Windows 10 afin de pinguer la machine Linux. Nous pouvons également voir que le ping passe avec succès. Ceci dit, nous allons passer directement à l'installation de notre pare-feu pfSense. Donc, déjà, nous allons venir ici, nouvelle machine. Nous sélectionnons les paramètres par défaut.
nous installons le système nous-mêmes, manuellement. Ici, nous sélectionnons, vous pouvez sélectionner un système Linux 64 bits, puisque Linux lui-même, il utilise aussi, c'est un dérivé d'Unix. Donc, ici, je vais utiliser le système Free BSD, qui est le système qui a été utilisé pour pouvoir implémenter pf-science. Suivant, nous allons lui donner un nom. Bon, nous allons lui laisser le disque dur de 20 Go, c'est largement suffisant. Nous cliquons simplement sur Finish. Bon, ici nous allons simplement venir ici paramétrer quelques informations ici primordiales. Déjà, nous devons remarquer que déjà je l'ai montré tout à l'heure. Vous savez que en fonction de la capacité de la RAM est proportionnelle du nombre de connexions. Et nous voyons que lorsque nous sommes dans un réseau qui utilise un très fort trafic de connexion, il est important d'utiliser une RAM qui va gérer cette trafic-là afin de ne pas tomber sur la congestion justement du réseau. Donc nous allons mettre une RAM de 512. Ensuite, la première interface, nous pouvons laisser ça, c'est l'interface qui va nous servir du WAN, c'est-à-dire l'interface d'Internet, c'est-à-dire l'interface externe. Nous allons simplement ajouter une autre interface réseau. Et cette interface là, nous allons configurer ça, nous allons mettre ça au même sous-réseau que les autres, au même sous-réseau que nos PC de tout à l'heure, donc qui sont connectés au VNet Croix. Voilà. Et on clique sur celui-ci. Je peux le mettre également au bridge parce que ma machine physique est connectée à Internet. Donc, et je veux que le réseau Internet utilise directement les mêmes paramètres que de mon réseau physique. Donc, vous pouvez laisser soit au NAT, mais moi j'ai choisi le bridge. Bon, ici nous pouvons voir qu'il est connecté à l'interface VNet Croix, comme on peut voir, et nous cliquons sur OK. Donc, nous pouvons également remarquer ici que nos PC sont connectés au même sous-réseau, c'est-à-dire VNet Croix, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui va représenter notre LAN. Idem pour notre machine Linux qui est connectée au réseau VNet Croix. Donc, nous pouvons également vérifier ici. Et je tiens à rappeler que l'ordre est très important lorsque vous installez votre pf-science. Donc, il est important que la première interface soit toujours connectée. La première interface qui représente l'interface WAN, l'interface Internet. L'interface qui suit représente le LAN et les autres représentent les autres interfaces qui peuvent être d'autres LAN ou bien d'autres DMZ. Donc, nous allons simplement aussi, nous avons oublié d'indiquer le fichier ISO. Donc vous pouvez le télécharger, hein. Donc vous pouvez télécharger pf-science dans son site officiel. Donc vous tapez pf-science, site officiel. Donc voilà le site officiel ici. Vous pouvez télécharger le site officiel de pf-science. Nous pouvons voir ici que nous pouvons sélectionner AMD64, ensuite le fichier ISO que j'ai téléchargé. Donc moi je l'ai téléchargé, je l'ai décompressé. Donc c'est ici que vous allez simplement juste le télécharger. Donc moi je vais simplement aller le récupérer déjà où il se trouve. Donc le voici ici, le fichier décompressé. Oui, bon,
Maintenant, nous allons démarrer justement ici l'installation de notre pare-feu. Donc, ici, nous patientons que le pare-feu s'effectue, se démarre. Bon, une fois à ce niveau, nous allons lancer l'installation. Nous allons valider sur A7. Nous allons lancer l'installation. Ici, il nous propose de sélectionner le type de clavier. Bon, pour moi, je vais laisser le clavier par défaut. Donc, suivant, je laisse les paramètres par défaut. Donc, nous attendons simplement l'extraction des fichiers afin de l'installer directement dans le disque. Donc, pendant que l'extraction se passe, nous pouvons nous connecter dans notre réseau LAN. Nous avons deux machines. Évidemment, nous pouvons également démarrer notre Kali Linux ici en le configurant aussi au même sous-réseau, en l'occurrence VNet Croix. Donc, ceci dit, je vais cliquer sur No, je redémarre simplement mon système. Donc, comme nous pouvons le voir, nous constatons que l'installation de PFSense est extrêmement facile, contrairement à d'autres solutions qui sont parfois fastidieuses. Nous allons voir que installer PFSense vraiment est une facilité, comme nous pouvons voir, une facilité vraiment sans précédent. Donc, et PFSense déjà fonctionne avec le navigateur web, comme la plupart des pare-feu fonctionne avec le navigateur web. Donc, il redémarre les services, tous les services nécessaires à son fonctionnement. Bon, ceci dit, nous pouvons voir que notre réseau WAN, n'est-ce pas, la première interface est connectée au réseau WAN, c'est-à-dire le réseau Internet qui a automatiquement l'adresse IP. Ici, notre réseau LAN, nous pouvons voir que par défaut, voici l'adresse IP que notre LAN possède. Donc, mais malheureusement, c'est pas la même, c'est pas le même sous-réseau que nous voulons, parce que nous sommes connectés ici au sous-réseau 192.168.189.0. Ça, c'est le sous-réseau. Donc, ici, nous allons simplement le modifier, le mettre dans le même sous-réseau. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la touche 2. Nous validons. Ici, nous propose quelle interface nous voulons modifier. Ici, c'est l'interface WAN ou LAN. 2, l'interface LAN. Ensuite, je mets l'adresse IP 192.168.189.200 par exemple. Donc, ensuite, nous demande de sélectionner le masque. Ceci dit, il nous demande maintenant de valider sur Entrée.
Ici, on nous demande de configurer le IPv6 que nous n'avons pas configuré, d'activer la configuration, en fait, le serveur DHCP. Bon, pour mon cas, j'ai pas besoin. Nous pouvons le laisser, nous pouvons activer le serveur DHCP, hein. Donc, mais ici, moi, j'ai déjà un serveur DHCP que VMware me propose. Mais nous pouvons activer le serveur DHCP de pfSense. Là, si nous activons le serveur DHCP pfSense, ce serveur DHCP pfSense qui va prendre le relais et distribuer les adresses IP. Bon, pour mon cas, je dis j'ai pas besoin de configurer. Ici, ok, configurer les services à l'interface web, je dis oui. Donc, et nous validons simplement sur Encrypt. Et là, nous pouvons remarquer ici que l'adresse IP a été modifiée, qui est 192.168.89.200. Nous allons vérifier simplement en pingant cette adresse-là. Nous pouvons voir qu'elle fonctionne bien. Donc, nous pouvons également même copier cette adresse. Nous pouvons utiliser maintenant cette adresse IP et venir, démarrer ici, venir coller au niveau de notre navigateur. Et nous pouvons voir que nous avons accès à l'interface web de notre pare-feu. Même chose avec Linux. Donc, nous allons lancer un ping vers pfSense et nous pouvons voir que il fonctionne bien. Donc, ici, nous allons simplement mettre l'adresse IP et nous pouvons également voir que nous pouvons, que ce soit l'utilisateur Windows et que ce soit l'utilisateur Linux, nous pouvons nous connecter à notre pare-feu. Donc, pour se connecter, le mot de passe, le username c'est admin, le mot de passe c'est pfSense. Donc, idem pour si on se connecte sous Linux, c'est pareil. Donc ici, nous avons le message bannière. Ici, nous avons le message bannière. Bienvenue dans Welcome to pfSense Software. Bon, si vous voulez lire pour plus d'informations, ça va vous cliquer, ça va vous diriger vers le site. Bon, ici, nous allons cliquer sur suivant. Dans le suivant, ici, c'est que vous voulez avoir le support d'utilisation de pfSense. Vous pouvez avoir son support d'utilisation. Donc, ensuite, nous cliquons sur suivant. Là, nous pouvons changer, nous pouvons mettre le nom de notre par défaut, c'est pfSense. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Nous pouvons le faire pfSense. Ici, le domaine, local domaine. Bon, ici, je vais changer le domaine. Je vais mettre Acadia, Cyber, Sec. Par exemple, .cm. Et nous laissons les paramètres par défaut. Vous pouvez mettre, je veux le modifier par exemple, je le mets même ng. Voilà. Je le mets et je vais dans suivant. Bon, ici, je peux laisser les paramètres par défaut ou bien je peux mettre, je peux laisser ou bien je peux modifier le nom du, en fait, le time server host name. Donc, je laisse par défaut. Ici, nous pouvons voir que nous avons accès à l'interface WAN qui est configurée au DHCP et qui permet justement où nous pouvons faire apporter quelques configurations, notamment identifier l'adresse MAC, le MPU et d'autres informations. Nous pouvons configurer également en statique si nous voulons et nous pouvons également configurer d'autres clients distants, donc les VPN. Donc, nous n'allons pas toucher l'interface WAN. Ici, nous pouvons voir que l'interface LAN a son adresse IP. Nous allons simplement dans suivant. Ici, il nous demande de modifier le mot de passe. Nous allons modifier un mot de passe. Modifier le mot de passe par défaut qui était pfSense. Nous allons mettre un mot de passe simple. Évidemment, vous devez mettre un mot de passe fort. Et ensuite, nous redémarrons simplement les services. Donc ici, nous pouvons voir que les services ont été redémarrés et là, nous cliquons sur Finish.
Bon, une fois ceci, nous pouvons voir l'interface WAN qui est connectée à cette adresse 192.168.100.18 et l'interface LAN qui est connectée en statique. Donc ici, nous pouvons également ajouter d'autres gadgets là où nous pouvons par exemple voir là, sur plus, nous avons ici le tableau de bord où nous avons par exemple le nom de notre pare-feu, le domaine. Nous avons ici les informations sur le système, le BIOS, la version, le CPU et beaucoup d'autres informations que vous pourriez, n'est-ce pas, regarder, vérifier. Bon, ici, nous pouvons ajouter d'autres gadgets, par exemple. Moi, ce que j'aime bien ajouter, c'est que je vais ajouter, je vais cliquer sur plus. Je vais simplement ajouter ici. Nous pouvons voir que quand je clique sur plus, j'ai le widget photo qui s'affiche. Et là, je vais sélectionner une image. Je vais sélectionner une image ici. Je vais sélectionner cette image ici. Et j'enregistre. Donc là, ce qui fait qu'au tableau de bord, vous pouvez optimiser, personnaliser votre tableau de bord. Donc, vous pouvez aussi ajouter d'autres informations. Par exemple, j'aime bien aussi ajouter, je veux dire, les informations sur les logs. Les informations sur les logs de firewall. Je clique sur plus et il est automatiquement ajouté. Ici, nous pouvons voir justement les informations des logs qui peuvent parfois être intéressant pour voir toutes les actions qui ont été menées aux différents toutes les actions qui ont été menées dans notre firewall. Donc on peut personnaliser en ajoutant beaucoup d'autres choses au niveau de l'interface. Donc ceci dit, nous allons maintenant voir comment configurer la sécurité de l'accès à notre pare-feu. Nous allons voir comment configurer maintenant la sécurité accès à notre pare-feu. Déjà, nous remarquons que ici, lorsque nous nous connectons à notre pare-feu, nous nous connectons en HTTP, qui n'est pas du tout bien lorsque nous sommes dans un réseau, parce que on peut intercepter, n'est-ce pas, vos informations telles que login et mot de passe. Donc, ce qu'on va voir, c'est d'abord modifier le protocole de sécurité, le protocole d'échange. On va en passant au protocole HTTPS. Et nous allons voir justement aussi comment configurer l'accès à notre pare-feu en utilisant une clé. Une clé de chiffrement, c'est-à-dire en utilisant la cryptographie RSA qui génère une paire de clés publiques et privées, et nous allons intégrer la clé publique dans le système afin de pouvoir nous identifier avec notre clé publique et de la confirmer avec la clé privée qui sera dans notre système à nous. Donc, nous allons passer, nous venons dans Système, Advanced, nous allons l'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc là, nous pouvons voir que nous utilisons le protocole HTTP, qui est un protocole non sécurisé. Donc nous allons modifier en passant au protocole HTTPS. Donc ici, vous pouvez intégrer les certificats, les ports, les process, gérer la redirection et faire beaucoup d'autres choses. Donc pour un début, nous allons modifier le protocole HTTPS et nous allons activer l'accès en SSH. Autant pour moi, nous allons activer le serveur SSH. Et ensuite, nous pouvons également permettre les agents du forwarding, c'est-à-dire la redirection. Nous pouvons également ajouter d'autres couches de sécurité au niveau des logins et définir aussi. Ici, par exemple, nous pouvons autoriser les adresses IP autorisées à se connecter à ce firewall, donc à ce pare-feu. Nous pouvons autoriser les adresses IP. Donc, nous pouvons ajouter et également configurer aussi les séries de communication. Bon, ici, nous allons aussi activer un mot de passe au niveau de la console. Une fois ceci fait, nous allons simplement activer les enregistrements.
Bon, une fois les enregistrements terminés, nous allons tester afin de voir si tout fonctionne, bien. Déjà, nous pouvons voir ici que le protocole HTTP a été changé. Donc, il me propose de pouvoir valider le certificat que le navigateur ne reconnaît pas, certificat par défaut. Donc, nous allons aller sur Avancer et nous allons valider le certificat. Et là, nous pouvons voir que là, maintenant, nous nous connectons en HTTPS. Donc, et là, nous pouvons entrer et saisir le mot de passe que nous avons modifié. Donc, là, nous pouvons ici accéder à notre tableau de bord. Nous allons accéder à notre tableau de bord. Bon, maintenant nous allons vérifier si nous pouvons nous connecter en SSH. Bon. Déjà, je tiens à rappeler que Windows 10 permet déjà, intègre déjà le SSH. Donc on peut se connecter en SSH à partir de Windows, sans plus utiliser PuTTY. Nous allons déjà taper le nom utilisateur qui est admin, l'adresse IP de notre pare-feu. Et là, il nous demande de valider les échanges de clés. Et si nous mettons le mot de passe d'utilisateur admin, là nous pouvons voir que nous sommes connectés à notre pf-sense en utilisant pour le protocole SSH. Donc nous pouvons également faire de même ici. Donc nous pouvons simplement taper l'adresse IP 168.189.200. Voilà, nous validons. Ici, demande de valider. Là, nous mettons le login qui est admin. Ensuite, nous tapons simplement son mot de passe. Voilà, nous pouvons voir que là, nous pouvons configurer notre PuTTY sans problème. Et que nous pouvons accéder à notre interface console. Donc, ce que nous allons simplement faire cette fois-ci, c'est de pouvoir maintenant gérer les accès à partir des clés publiques. Donc, pour ce faire, nous allons revenir ici dans... Déjà, nous pouvons constater le fait que nous avons activé l'activation pour se connecter qu'il faut entrer le mot de passe. Donc là, nous pouvons par exemple se connecter là avec admin, le mot de passe. Et nous pouvons nous connecter. Donc c'est ça aussi l'avantage. Bon, nous allons venir sur Windows. Nous allons revenir dans notre pare-feu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est cette fois-ci, nous allons aller activer l'accès par mot de passe et ici, accès par mot de passe et par clé publique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur, ici, on aura un accès à double authentification par mot de passe et par clé publique. Ça veut dire que si quelqu'un parvient à dérober votre mot de passe, cette personne ne pourra pas avoir accès parce que la clé publique sera authentifiée par votre clé privée qui sera stockée dans le système. Donc, cette personne ne pourra pas avoir accès, n'est-ce pas, au compte de pf-sense. Donc je sélectionne, ensuite j'enregistre. Une fois enregistré, nous allons venir, nous allons utiliser cette fois-ci, vu que nous sommes sur Windows, nous allons utiliser PuTTY Generator qui va nous permettre de générer une paire de clés publiques et privées que nous allons utiliser. Et nous allons également voir comment l'utiliser dans un système Linux. Donc, on commence d'abord avec un système Windows. Donc, nous démarrons PuTTY Generator. Nous générons les clés, nous tapons et nous bougeons la souris pour que la clé soit générée de manière aléatoire dans
par le système. Bon, là, nous pouvons voir par exemple que nous avons notre clé publique ici qui a été générée. Et nous pouvons enregistrer, nous pouvons également enregistrer la clé privée. Donc vous pouvez enregistrer dans un fichier, mais il est fortement conseillé de se rassurer que là où vous allez enregistrer, que ces zones-là sont également sécurisées et que vous sécurisez l'accès à ces fichiers, soit par un mot de passe aussi. Donc nous allons copier ici la clé publique. Nous allons copier. Nous allons revenir dans notre pare-feu. Ce que nous allons faire simplement, c'est que nous allons créer un autre utilisateur. Un utilisateur qui va utiliser, nous allons créer un utilisateur. Nous le mettons au Nana, le mot de passe. Ici, on peut lui mettre le même nom. Vous pouvez définir la date d'expiration que cet utilisateur est appelé à se connecter. Nous pouvons le mettre dans le lot du groupe admin. Et là, nous venons ici coller la clé. Et là, nous enregistrons. Voilà, nous pouvons voir justement que l'utilisateur on en a été créé. Donc, ce que nous allons maintenant faire, c'est simple, c'est que vous pouvez sauvegarder la clé privée, privée. Ici, on vous demande qu'il faut rassurer que là où vous devez mettre un passe-phrase afin de pouvoir sécuriser votre clé. Bon, ce que nous allons simplement faire, c'est que nous allons démarrer cette fois-ci PuTTY. Nous allons taper l'adresse IP. Et ensuite, nous allons venir ici, dans SSH, dans Authentification. Et là, nous allons partir sélectionner la clé privée qui va attester et qui va confirmer l'authenticité de la clé publique. Donc, ce que nous allons rapidement d'abord faire ici, c'est de pouvoir enregistrer la clé. Nous allons l'enregistrer ici. Nous allons lui mettre private. Private key. Voilà. Donc nous allons venir ici. Nous allons le sélectionner. Et ensuite, nous remontons vers session. Pardon, session, autant pour moi. Session et nous validons. Et nous ancrons notre utilisateur qui est au Nana. Ensuite, le mot de passe. Nous pouvons voir que ici l'accès est passé dans la clé publique, la clé privée a authentifié sa clé, la clé publique. Donc la clé privée a authentifié la clé publique. Donc ceci dit, nous pouvons maintenant administrer notre firewall à partir de notre console. Donc là, nous allons maintenant voir dans la prochaine étape comment configurer tout ça, cette fois-ci dans un environnement Linux. Donc, nous allons voir maintenant comment configurer tout ça dans un environnement Linux. Une fois connecté sous Linux, nous allons voir comment s'authentifier avec la clé par mot de passe et par clé publique. Donc nous allons voir le mode par double authentification qui est une couche de sécurité assez importante dans un firewall open source. Donc ici il est question vraiment de vous présenter la force de pf5 dans sa sécurité et montrer également à quel point est-ce que on n'a pas trop à envier des autres solutions par rapport à la stabilité et à la puissance de pf5. Bon, déjà ici nous allons vérifier que tout à l'heure nous avons vu comment activer le mode HTTPS.
nous avons actualisé. Donc nous allons simplement autoriser l'accès. Et là, nous pouvons nous connecter avec l'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure, ainsi que son mot de passe. Voilà. Donc, ainsi que son mot de passe. Donc, nous pouvons venir dans Système User et voir justement les utilisateurs. Ce que nous allons simplement faire, c'est que nous allons créer cette fois-ci un utilisateur qui va se connecter avec le système Linux. Nous allons créer un nouveau utilisateur que nous allons appeler cette fois-ci Olinga. Toujours avec un mot, nous mettons un mot de passe. Mettons Olinga. Et nous allons ici voir comment intégrer la clé publique à partir de générée à partir de Linux. Donc nous allons simplement, ce que nous allons faire ici, c'est simplement nous connecter en mode utilisateur, en mode route. Parce qu'il est plus prudent de se connecter en mode route lorsqu'on veut importer les clés, parce qu'avec les modes privilèges, parfois ça crée certains problèmes. Voilà. Donc, nous allons taper la commande. Déjà, nous devons nous rassurer que nous avons que vous avez installé le serveur OpenSSH, c'est-à-dire que simplement avec la commande apt installe OpenSSH-serveur. Bon, chez moi c'est déjà installé, hein. Donc ici chez vous probablement vous devez d'abord l'installer. Chez moi c'est déjà installé, comme on peut voir. Une fois ceci installé, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir activer la génération des clés. C'est-à-dire nous allons taper la commande SSH. Sur les tabules, nous pouvons voir plusieurs options du SSH. Pour ajouter les SSH, pour ajouter les agents, pour ajouter d'autres clés, pour copier, importer. Ici, nous allons utiliser SSH Generate pour générer, n'est-ce pas, les clés. Donc nous allons utiliser SSH -kate. Voilà. Nous validons sur Ancré. Ici, il nous demande justement de pouvoir où est-ce que vous voulez, où est-ce que ça sera sauvegardé. Donc, on va laisser le répertoire par défaut. Donc, le répertoire, il sera, les clés seront sauvegardées dans le répertoire /root/.ssh. Notamment la clé publique. Donc, la clé privée, autant pour moi, la clé privée. Donc, je laisse le répertoire par défaut. Ici, je mets un mot de passe qui va protéger l'accès à cette clé privée. Donc, je mets un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Et là, nous pouvons voir que la paire de clés a été générée. Donc, si nous voulons vérifier, nous pouvons aller dans le répertoire, nous copions, nous collons. Là, nous listons, nous pouvons voir que nous avons nos deux fichiers. Nous avons la clé privée et la clé publique. Donc, nous pouvons afficher par exemple la clé publique ici. Nous pouvons voir que nous avons notre clé publique là. Et c'est ça que nous allons copier même d'ailleurs. Donc, nous copions jusqu'à ici égal. Donc, nous pouvons voir que là, nous avons route, nous copions jusqu'à égal. Nous allons venir ici. Nous allons simplement le coller là. Et nous allons l'enregistrer. Et nous pouvons voir que nous allons nous connecter avec l'utilisateur Olinga. Donc, et nous pouvons aussi afficher la clé. Hein, nous pouvons aussi afficher la clé publique. C'est-à-dire la clé privée autant pour moi avec la commande 4.
là, nous pouvons voir que nous avons notre clé privée où les informations sont cryptées, sont chiffrées. Donc, ce que nous allons faire seulement, c'est que nous allons nous connecter à Putty directement à partir de ces répertoires-ci. Mais nous pouvons nous connecter hors. Mais là, il faut hors de ce répertoire, mais là, il faudra indiquer le chemin. Donc, nous allons nous connecter à partir de ces répertoires simplement en tapant SSH. Nous tapons linga arobase 192.168.189.200. Et là, il nous demande justement de pouvoir confirmer les échanges de clés. Yes. Et ici, il nous demande le mot de passe que nous avons saisi au préalable lorsque nous étions en train de valider la sécurité à l'accès à la clé privée. Donc, nous mettons ce mot de passe là. Et là, nous mettons donc le mot de passe alors qui nous permet de pouvoir accéder à notre PF5. C'est-à-dire ici, c'est le deuxième niveau d'authentification. Donc, nous allons mettre ce mot de passe. Donc, le mot de passe que nous avons mis lorsque nous avons créé l'utilisateur. Donc, là, je pense que j'ai fait une erreur de mot de passe. Mais là, nous pouvons voir comment est-ce que tout se passe bien. Donc, nous allons et là, nous pouvons voir que nous sommes connectés au niveau de notre notre PF5, Firewall PF5, en utilisant un système à double authentification. Donc, voilà par exemple quelques politiques de sécurité, politique d'authentification que nous propose PF5. Nous pouvons aller plus loin parce que ça, nous avons vraiment vu quelques éléments. Nous pouvons aller plus loin parce que PF5 nous permet vraiment d'aller loin. Nous pouvons aller loin. Nous pouvons encore ajouter des couches de sécurité vraiment très puissantes qui nous permettent de pouvoir améliorer les niveaux d'accès. Nous pouvons ajouter les adresses IP autorisées à se connecter. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, nous allons donc voir cette fois-ci dans la prochaine je vais dire pas la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant la troisième étape où nous allons voir comment installer PF5 dans un environnement de GNS Croix.